Donc voilà, je vous laisse découvrir ce très beau livre, Histoire des contrebandes dans les Pyrénées. Eh bien, merci d'être présents ici, nombreuses, nombreux. Vous n'êtes pas tous contrebandiers. Pas encore. Il y a des douaniers, j'espère aussi. Bon, alors nous allons parler effectivement des histoires de la contrebande dans les Pyrénées, mais avant ça, bien sûr, de l'histoire et de la genèse de la frontière, puisqu'il n'y a pas, à proprement parler, de contrebande s'il n'y a pas de frontière, s'il n'y a pas de limite. Donc le pluriel dans le mot histoire est absolument indispensable. Ce n'est pas l'histoire, mais ce sont les histoires qu'on rapporte. Ceci dit, les douaniers et les contrebandiers ne viennent pas raconter facilement comment ils procèdent. Donc vous vous doutez bien que pour écrire ce livre, il a fallu aussi faire pas mal de recherches et parfois longuement rencontrer des personnes aussi qui ont pu témoigner. Il n'y en a pas trop d'ailleurs, peut-être plus d'ailleurs du côté espagnol que de notre côté. Bienvenue à vous, les derniers participants à cette causerie. Alors, c'est une causerie, et comme son nom l'indique, eh bien, ça veut dire que nous allons causer ensemble plutôt vers la fin de mon intervention, puisque je vous livrerai le... Oui, c'est bien comme ça. Oui, c'est... Non, ici, c'est mieux comme ça. En bas, c'est pas... Là, c'est bien comme ça. Bon, c'est toujours la question comment le régler. Bon, alors, donc, avant de démarrer, il faut aussi définir les mots. De quels mots nous nous servons et quel sens ont-ils exactement? Alors, le tout premier mot, c'est celui qui est inscrit sur le programme qui vous a incité à venir jusqu'ici en ce vendredi après-midi, et merci pour cela. Bienvenue à vous, merci. Le premier mot, c'est donc contrebande. Et alors, contrebande, ça veut dire quoi? Contrebande, il y a le mot contre, et puis ce mot de bande vient en fait du vieux mot français de banc. Et vous savez comme moi que le mot de banc se retrouve dans de nombreuses expressions, de nombreux mots. Et le banc, alors on parle de banc public, on parle banc public BAL, bien sûr pas BALC, mais on parle aussi de four banal. Donc là on entend que quand on emploie ce mot, il y a quelques siècles, on désigne le public, on désigne la communauté. Le four banal, c'est la communauté villageoise qui est désignée. Et donc dans contrebande, c'est exactement la même origine, c'est-à-dire que celui qui fait acte de contrebande, en réalité, s'oppose à la loi commune, il est donc contre la loi. Alors c'est intéressant comme notion qu'on retrouve dans les mots pour cette même activité en italien et en espagnol, vous le savez comme moi, contrabando en italien et en espagnol. Et donc on a comme définition de cette activité, de ce trafic, de ce commerce illicite, un mot qui se rapporte à la loi. Pourquoi je souligne ça? C'est parce que ce n'est pas partout la même chose. Si vous allez en Europe du Nord, dans les pays germaniques ou anglo-saxons, vous trouverez que le mot pour contrebande, et vous le savez comme moi, en anglais c'est smuggle ou smuggling, en allemand schmuggel, en néerlandais c'est smuggler. Ces mots viennent tous de la même racine qui n'a pas à voir avec la loi, mais qui a à voir avec le comportement. Puisque ce mot de smuggle en anglais se réfère plutôt à l'attitude de quelqu'un qui arrive comme ça
et qui a un comportement bizarre, et pour cause, c'est qu'il doit passer des choses sans être vu. Donc on a là une distinction majeure qu'on va retrouver d'ailleurs, il me semble, quand on va définir ensemble aussi le mot de frontière. Le mot de frontière connaît aussi cette espèce de césure culturelle entre l'Europe du Nord et les pays latins. Alors, ce que je vous propose comme parcours à travers les Pyrénées de la frontière et de la contrebande, ce sont les thèmes suivants. D'abord, le traité des Pyrénées. Ensuite, ce fameux voyage de Louis XIV dans le sud de la France, dans le Pays Basque, en fait, pour son mariage, et évidemment pour le traité des Pyrénées, la fin de la guerre de 30 ans, et puis je vous parlerai aussi, je m'habitue au micro, parce que le micro est fort. Voilà. Donc, les passages écoles et les sentiers, ce qui est important, alors vous en connaissez beaucoup, mais nous irons d'ici de Banyuls à Hendaye, on fera de nombreux allers-retours ensemble. Nous parlerons bien sûr des contrebandiers et des douaniers, quels sont les profils en jeu des deux côtés, profils et méthodes, et carrières, et terminologie, les stratégies, les tactiques. Parler des guerres et de la contrebande, c'est un sujet aussi important, puisqu'il y a une contrebande dite de guerre, précisément. Et puis, les types de marchandises, alors là, il y a eu, vous le savez comme moi, une grande évolution depuis 1659. Oui, c'est une date que nous citerons souvent, puisque 1659, c'est l'année de la signature du traité des Pyrénées, qui a institué en fait cette frontière que vous connaissez. Et puis, vers la fin, comme ça, nous évoquerons aussi, comme je viens de le faire avec une dame qui est ici et qui est spécialiste de Mérimée, nous évoquerons la présence de la contrebande dans la littérature. C'est vrai que la contrebande a alimenté tout un univers romanesque, pas seulement, mais aussi musical, théâtral, dont nous parlerons tout à l'heure. Et puis, bien sûr, le tourisme aussi s'alimente de nos jours de l'histoire de la contrebande. Et puis, nous finirons là-dessus par quelques textes qui représentent et qui symbolisent bien la considération que le public a eue, la déconsidération des activités contrebandières et douanières. Alors, comme je le disais tout de suite, c'est une causerie. Donc, je vous propose de planter le décor, de vous parler des grands thèmes de la contrebande, et ensuite, si vous avez des questions surtout, et que je peux y répondre, n'hésitez pas à les poser ou à apporter, contribuer à votre façon à ce que nous aurons dit, puisque, comme me le disait l'éditeur, juste madame, je vous en prie madame, entrez, vous cherchez quelqu'un ou bien vous voulez vous asseoir? Oui, s'il vous plaît. Oui, comme le disait l'éditeur Jean-Luc Kerebel, éditeur de Kern, qui a produit ce livre, il disait, mais curieusement, il n'y a pas d'ouvrage général sur l'histoire de la contrebande dans les Pyrénées. Voilà, donc pourquoi? Ben, c'est un sujet qu'on connaît tous et en même temps qu'on a du mal à creuser. J'espère avoir, moi, de mon côté, apporté une toute petite pierre, une petite contribution à une meilleure connaissance de cette histoire et de ses activités. Alors peut-être que je peux me présenter, oui, Jean-Pierre Bonnel l'a très bien fait, donc je m'appelle Pierre-Jean Brassac, je suis un ancien journaliste, et puis dans une autre vie, j'ai été en entreprise, je suis traducteur aussi, voilà, et puis
de plus en plus, je présente des livres comme tous les auteurs, comme Jean-Pierre lui-même, à la faveur de causeries, de conférences, avec un public qui est souvent très agréable et très curieux, qui incite donc à ce type d'intervention. Alors, justement, je parlais de définition à l'instant. La contrebande, je viens d'en parler. Le mot frontière. Le mot frontière aussi, de par son étymologie toute simple, nous dit bien ce qui est dans la tête de ceux qui ont utilisé le mot et qui l'ont collé à cette limite qui sépare en principe deux pays. Bonjour, soyez les bienvenus. Là aussi, il y a une espèce de scission entre l'ère latine et l'ère germanique ou anglo-saxonne. Dans notre langue, le mot frontière contient en lui-même le mot front. Front, c'est-à-dire aussi ce mot qui forme confronter, affronter. Et quand on dit affronter, on n'est pas loin de quelque chose qui est, disons, belliqueux, qui peut le devenir en tout cas. Il y a donc une espèce de préparation à la défense, un peu comme en latin, hein, si vis pacem parabellum, si tu penses être attaqué, prépare-toi. Et dans ce mot de frontière, il y a un peu cette notion-là, cette notion de front et d'affrontement. Alors, là pareil, un peu comme avec contrebande, on va chez les Espagnols ou chez les Italiens, on rencontre pratiquement le même mot, hein, frontière, hein, c'est la même chose en catalan. Bon. Rendons-nous maintenant en Europe du Nord, et qu'est-ce qu'on a? On a des mots, vous connaissez, on a le mot border, on a le mot grenze, grens en néerlandais, en russe c'est granica, c'est la même origine, qui parle non pas d'affrontement, mais de limite, au sens où de bord. D'ailleurs, le mot border est un mot qui a une racine latine et qui n'induit pas ce que l'on a entendu à l'instant dans le mot frontière. Il n'y a pas cette notion de front. Donc c'est ce qui est intéressant peut-être à garder en mémoire au cours de notre causerie. Alors, à partir de cette idée de frontière, on va remonter jusqu'à 1659, je l'ai dit à l'instant, au moment où il n'y a pas encore de frontière entre la France et l'Espagne. Il y a des limites, il n'y a pas non plus deux royaumes distincts, tout à fait. Il y a de côté, au sud des Pyrénées, vous le savez comme moi, il y a la Navarre, il y a l'Aragon, il y a la Catalogne, et puis la Catalogne qui a changé de statut plusieurs fois. Au nord, eh bien, il y a aussi des comtés, des royaumes. C'est pas aussi clair que ça. Et puis, malgré tout, il y a des armées, une armée espagnole, une armée française, qui se font la guerre depuis 30 ans. La fameuse guerre de 30 ans qui a d'ailleurs embrasé toute l'Europe de l'Ouest. Et on voudrait bien la terminer. Et pour la terminer déjà et faire la paix avec l'Espagne, il faudrait qu'on sache qui est chez qui. Et où est l'Espagne, où est la France, surtout quand il s'agit des limites anciennes qui sont très peu claires. Et à ce moment-là, on a trois éléments qui vont entrer en jeu et qui vont permettre la création de cette frontière. C'est d'une part la paix souhaitée de la guerre de 30 ans, on va voir comment on va y arriver. C'est les liens du sang. Il faut rappeler d'ailleurs que Louis XIV et Philippe IV sont cousins.
Donc les liens du son, si on les conforte encore un peu plus, pourraient arranger les choses. Et puis bien sûr, il faut un traité, c'est-à-dire une définition aussi précise que possible de la frontière. Alors, cette frontière, on va la définir comment? Vous avez une idée comment on définit la frontière à ce moment-là? Une suggestion? Quand on regarde les Pyrénées, qu'est-ce qui s'impose? Est-ce qu'il s'impose? Pardon? C'est le relief. Et le relief, il y a une partie où les eaux tombent vers le sud et l'autre où les eaux tombent vers le nord. La ligne de partage des eaux. Et donc, on s'en vient en 1659 à Saint-Jean-de-Luz et à l'île des Faisans, que ça va être la solution. Et puis, alors, il y en a qui disent oui, mais alors ça ne va pas être possible tout à fait, parce que il y a tel endroit, il y a le Val d'Arente, il y a des endroits où l'eau coule non pas vers le nord ou vers le sud, mais vers l'ouest. Donc, du coup, comment définir ça? Alors, je vais vous lire le texte admirable et tout à fait attendrissant, je dirais, pour ne pas dire autre chose, qui a été proposé par les différentes parties, c'est-à-dire en gros la délégation conduite par le cardinal Mazarin et celle conduite du côté espagnol par de Haro. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas ou des remarques aussi. Alors, ce dont je voulais vous parler pour marquer aussi cette différence historique qui va être bouleversée, c'est qu'à un moment donné, vous connaissez tous et toute la forteresse de Sals. Cette forteresse de Sals, c'était une place forte située donc à la hauteur de la limite des Corbières, hein, qui allait comme ça d'est en ouest et qui marquait bien la fin du territoire du royaume de France. Et puis tout à coup, à partir de 1659, la frontière va, vous le savez, se déplacer d'à peu près combien, 50 km environ, puisqu'elle va suivre la ligne de partage des eaux. Et quand elle suit la ligne de partage des eaux, elle crée aussi, on était ici dans un pays catalan, elle crée un choc, une scission culturelle de grande envergure, puisqu'on a une entité linguistique, économique, culturelle, qui bien sûr est coupée en deux. Alors, au début, en novembre 1659, quand Louis XIV et Philippe IV s'entendent sur la frontière, côté français, on promet, vous le savez sans doute, à la Catalogne, des arrangements, notamment en ce qui concerne ce que le roi d'Aragon avait accordé aux Catalans, c'est-à-dire par exemple l'annulation ou l'exemption plutôt de la gabelle. Alors ça dure quelques années, je crois que c'est 4 ans plus tard, en 1663 avant, et bien là, la gabelle malheureusement est rétablie, ce qui va causer beaucoup de dommages à la paix sociale, puisque on est quand même dans un pays où il y a beaucoup de sel, et quand même être taxé sur le sel, c'est un peu dur. Il y a de l'autre côté de la frontière actuelle les mines de Cardonas, qui sont très très anciennes, et où donc de tout temps on a pu aller chercher du sel. Une fois que la frontière va être créée, on va donc avoir une contrebande naturelle, spontanée, puisque on continuera d'aller chercher le sel là où on le prenait,
mais bien sûr, ce sera tout à coup dans l'illégalité. Voilà, j'ai enfin retrouvé le petit texte que je voulais vous lire exactement, qui est en fait celui de l'article 42, qui prévoit que les monts Pyrénées, qui avaient anciennement divisé les Gaules des Espagnes, seront aussi dorénavant la division des deux mêmes royaumes. Ouais, c'est un peu juste hein, pour un article qui devrait permettre après à des géomètres de tracer la frontière. Donc il va falloir après d'autres traités. Il y en aura pratiquement jusqu'à l'époque contemporaine, en tout cas à la fin des années 1990, pratiquement, pour que de traité en traité ou de congrès en congrès, on arrive à définir, parfois au mètre près, le tracé de la frontière. Alors, comment va se passer cette histoire de frontière? Pour aller vite, parce qu'avant de parler contrebande, il faut évidemment savoir comment fonctionne la frontière. Alors, on est en 1659, Louis XIV va descendre avec toute sa cour, qui est à l'époque encore à Fontainebleau. Il va mettre un mois pour arriver à Saint-Jean-de-Luz. Il est précédé par le cardinal Mazarin, Jules Mazarin, qui a déjà ouvert des négociations depuis quelques années. Et Louis XIV sait qu'on veut le marier à l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse d'Autriche, et en même temps, il a plutôt des vues sur Marie Mancini, et comme par hasard, Marie Mancini, on la voit suivre à distance, comme ça, mais en parallèle, le convoi royal, qui va pendant un mois, comme ça, et de temps en temps, on voit que Louis XIV s'échappe de ce convoi, je crois du côté de La Rochelle, à un moment donné, pour aller rencontrer Marie Mancini. Alors, Jules Mazarin est très très ennuyé de tout ça parce qu'il a mené des négociations, il a envoyé des conseillers auprès de la cour d'Espagne. À l'époque, il faut des mois et des mois pour se rencontrer. On a envoyé des peintres, on a envoyé etc. Donc c'est très compliqué. Et comme il le dit à un moment donné, il dit mon grand magasin de patience commence à s'épuiser, dit Mazarin. Bon, et puis de l'autre côté, Philippe IV sent bien qu'il y a un petit peu de l'eau dans le gaz et il n'est pas complètement confiant, donc il traîne un peu des pieds. On se demande quand finalement on va pouvoir signer et la paix, et le mariage, et le traité des Pyrénées. Trois choses, c'est un lourd dossier, il faut le reconnaître. Alors, Mazarin a une idée pour forcer un petit peu la main à Philippe IV. Il se dit, tiens, on va voir avec la duchesse de Savoie, on pourrait aussi marier le roi de France à la Savoie et on va faire courir une nouvelle comme ça qui va inquiéter Philippe IV parce qu'il veut quand même marier sa fille, il veut faire la paix et s'il apprend que Louis XIV a un œil sur quelqu'un d'autre, ça risque de faire accélérer le dossier en tout cas. Donc c'est ce qu'il fait et ça marche. Ça marche. Enfin, les historiens ne s'accordent pas tous sur cette idée, mais enfin il semble que Philippe IV ait envoyé beaucoup plus vite que prévu une réponse en disant si, on va les marier. On va les marier et donc du coup on est là fin 1659, le traité va être signé et l'infante d'Espagne va se marier, mais par procuration, c'est-à-dire qu'elle va d'abord se marier en Espagne, à Fuenterrabía, donc non pas en présence de son époux. Pendant ce temps-là, on aménage l'île des Faisans. Vous voyez l'île des Faisans, c'est cette petite île qui se trouve dans l'estuaire de la Bidassoa.
la Bidasoa, qui est cette petite rivière qui doit faire une vingtaine de kilomètres en France, qui après passe de l'autre côté, elle s'appelle Pastane, je crois. Et à ce moment-là, on est dans un territoire de 3000 m² seulement, mais qui n'appartient à personne, ou qui appartient aux deux. Et c'est toujours le cas d'ailleurs, c'est toujours un non-territoire. Et donc, Philippe IV, qui quand même se méfie, accepte que les négociations aient lieu sur cette île, l'île des Faisans, qu'on a appelée aussi bien sûr l'île du Traité ou l'île de l'Hôpital. Et de même, les Français vont venir sur cette île pour signer la paix et le traité des Pyrénées en novembre. Alors qui est, ça c'est une curiosité, on peut penser de cet événement, qui va être chargé de meubler ou même d'aménager cette île sur laquelle il n'y a rien que des arbres et puis des petits animaux peut-être. Eh bien c'est Velázquez, le peintre Velázquez, qui n'est pas chef décorateur, comme on sait bien, mais là pour le coup, Philippe IV lui a demandé de faire de son mieux pour construire 2 pavillons, un français et un espagnol. Donc il le fait, et vous verrez que par la suite, ce pauvre Velázquez a droit à la grave ingratitude, ça c'est mon jugement à moi, ça n'engage que moi, mais du roi Philippe IV, qui lui reproche d'avoir été trop, en gros, trop populaire et pas assez digne à la hauteur, à sa hauteur à lui, de roi des Espagnes, puisque à l'époque, évidemment, il y avait un pluriel à Espagne, étant donné le territoire était beaucoup plus grand à l'étranger que dans la péninsule ibérique. Voilà, donc on est à un moment où, à Saint-Jean-de-Luz, le mariage va avoir lieu. On a signé un traité, c'est la fin de la guerre de 30 ans, l'Europe respire, en tout cas ces 2 pays, et à partir de là, on va pouvoir, comme je le disais à l'instant, de traité en traité, de congrès en congrès. Alors, il va y avoir un congrès de Céret aussi. Tout de suite après, quelques années après, ça ne marche pas, et ainsi de suite. Et il faudra assez longtemps finalement pour résoudre tous ces petits problèmes qu'on n'avait pas du tout mesurés au moment où il s'est agi de signer le traité. Par exemple, on avait, surtout dans la partie occidentale des Pyrénées, on avait des traités très anciens, connus sous le nom de Lis et Passerie. Et c'était des traités en fait de vallée à vallée, qui permettaient un échange de pâturage, qui donc ignorait complètement en fait les limites entre la France et l'Espagne. Alors on a conservé assez longtemps ce type d'usage pour que les éleveurs ne soient pas pénalisés. Et il y avait d'autres problèmes. Vous connaissez la caractéristique, le particularisme de Livia, de Livia. Donc vous avez des bornes frontières, de nombreuses bornes frontières, depuis l'océan Atlantique jusqu'à ici, vous savez, il y en a 603 bornes, c'est-à-dire que c'est quand même presque pour moins d'1 kilomètre, vous en avez un petit peu plus qu'une, en réalité. Hein, et autour de Livia, bien sûr, il en faudra d'autres, puisqu'il faudra 40 bornes pour faire le tour de cette petite enclave. Et puis vous avez, peut-être connaissez-vous ce pays, il y a les Aldudes, c'est pas tout à fait à l'ouest, bien sûr, les Aldudes et le pays de Quinte, Q-U-I-N-T, hein, auquel donc on a accordé des statuts fiscaux, disons surtout fiscaux particuliers.
Alors évidemment, nous sommes ici à Banyuls. Et alors, la grande surprise qu'on a quand on creuse ce sujet, on remonte dans l'histoire de la contrebande dans les Pyrénées, c'est qu'on découvre que, et ça vous le savez sans doute, enfin nombre d'entre vous le savent, on découvre qu'il y a eu ici une république contrebandière. Alors, la république contrebandière, c'est un peu une expression un petit peu provocatrice de part et d'autre, mais la réalité statutaire et quasi juridique, c'est qu'il y a eu effectivement, non pas une république, mais une société qui a duré assez longtemps et qui était en fait instituée et gérée par les édiles locaux. Alors je ne vais pas vous citer les noms, mais ils sont connus, ils sont d'ailleurs aussi dans le livre. Alors pourquoi ça? Et comment se défendait-on à l'époque d'être en fait en dehors de la loi, être contre la bande, contre le ban? Et comment était-ce possible? Parce que à l'époque actuelle, on pourrait imaginer que ça dure 2 semaines et puis c'est fini. Il y a eu d'autres exemples. Il y a eu un exemple dans ce qui est maintenant l'Aude. Il y a eu une république de Kounozoul, où là les gens, pour des raisons forestières, en avaient marre de supporter une réglementation qui les empêchait de couper du bois. Et ils ont dit, bon, puisque c'est comme ça, on va sortir de la République française et on va s'appeler République de Kounozoul. Là, pour le coup, Banyuls, c'est un peu différent, et c'est fondé sur justement ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire le roi de France a décidé que... Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé que on ne pourrait plus commercer comme on avait l'habitude de le faire, et que tout commerce que nous continuerions de faire à l'ancienne deviendrait en fait illicite. Ce serait du commerce interlope, on dit. Ce qui fait que la justification vient d'elle-même, en disant, mais vous nous avez promis de ne pas nous imposer, de ne pas nous faire payer la gabelle, vous nous la faites payer. Vous niez le fait que depuis des siècles, nous commerçons entre nous, entre Catalans, et tout à coup, vous nous appelez maintenant Roussillonnais, mais nous avons toujours les mêmes besoins de commerce et nous avons les mêmes sources d'approvisionnement et les mêmes clientèles. Donc comment résoudre ça? Évidemment, à ce type de remarque, il n'y a pas de réponse à apporter puisque l'histoire a décidé, le royaume a décidé de trancher. Ce qui fait que on a une société contrebandière. On regardait tout à l'heure en passant sur le port ces barques catalanes. Alors ces barques catalanes, elles allaient jusqu'à Gênes au XIXe siècle, toujours soutenues par la société contrebandière pour en rapporter du tabac. Ça fait tout de même une belle promenade. Et il y avait aussi le sel, il y avait cette fameuse grotte, cette cova qui est tout près d'ici. Je ne l'ai pas vue malheureusement, mais je crois qu'on peut toujours la visiter. Je crois que c'est d'ailleurs dans cette grotte qu'il y a maintenant la toute dernière borne frontière qui en fait est sous-marine, c'est ça? Est-ce que quelqu'un a des clartés là-dessus? C'est ça. Elle est sur le rocher. Voilà. Vous voyez là un kayak? Oui, d'accord. Alors, est-ce que les contrebandiers se sont servis de cette grotte, semble-t-il? Voilà.
Donc il y a eu 8 sociétés contrebandières, excusez du peu. Et c'était vraiment une activité intense, on pourrait dire. Hein. C'était une économie. Et quand on regarde les événements, évidemment, il y a eu des réactions de la part du préfet, mais c'était assez mesuré. On avait un peu de mal à intervenir. Petit événement d'ailleurs dont il faut aussi faire mention, je reviens juste en arrière un peu, à propos de Louis XIV. Lorsque les Catalans du Nord, comme on les appelait à un moment, ont commencé à réagir, il y a eu des troubles, vous connaissez toute cette histoire, les Miclets, les Trabucaires et tous ces gens qui servaient en quelque sorte de bras armés contre le royaume. Louis XIV vraiment en avait ras-le-bol, on peut dire, et il s'est dit, tiens, puisque les Espagnols vont quitter les Flandres, moi j'échangerais bien un bout de Catalogne, le nord, contre un bout de Flandre. Ça m'arrangerait bien. C'est une historique, hein, il y a des documents là-dessus. Philippe IV a dit non. Il a dit non, non, on en reste là. Il pensait sans doute à ce moment-là rester encore aux Pays-Bas, Pays-Bas espagnol, dit espagnol, et puis non, ça ne s'est pas fait non plus. Alors, faisons aussi l'esquisse du portrait du contrebandier. Qui est-il? Puisque, suivant les pays, et suivant les régions, et suivant les produits, on peut avoir des profils différents, mais au début, il semble que le contrebandier soit surtout un éleveur, quelqu'un qui, ou un pêcheur ici, au bord de la mer et au Pays Basque, quelqu'un qui en fait a une logique plutôt alimentaire, vivrière, qui fait du commerce, il est vrai, pour améliorer l'ordinaire. D'ailleurs, on va voir combien les produits ont évolué entre disons le XVIIe siècle et aujourd'hui, évidemment. À notre époque, d'ailleurs, ce n'est plus du tout la même contrebande. On en parlera tout à l'heure. Alors, le contrebandier, il a quand même une caractéristique. Quand on dit un éleveur, un paysan, un pêcheur, c'est qu'il est très enraciné dans un territoire. Il est du cru, il est du coin. Il ne vient pas de 300 km au nord ou au sud. C'est quelqu'un qui habite contre la frontière, contre cette nouvelle frontière qu'on a créée. Et donc, il est lui-même intéressé par des produits qu'il trouve de l'autre côté, chez des gens qu'il connaît, qui sont souvent de la même famille d'ailleurs. On se mariait aussi assez souvent, que ce soit en Catalogne ou au Pays Basque, de part et d'autre de la frontière, surtout au XVIIe et XVIIIe siècle, parce qu'on avait la même culture, on parlait la même langue, on avait des liens du sang ancien, donc il n'y avait aucune raison de cesser, de se rencontrer, et évidemment, il devenait par contre intéressant de faire du commerce, ce que l'on faisait. Et puis, il y avait donc des contrebandiers tout à coup, qu'on appelait extraperlista en espagnol. Le commerce interlope se dit extraperlo. Et puis on avait des douaniers aussi qui étaient en Espagne encore des carabiniers, ce qui va cesser très tardivement. Les carabiniers ont été remplacés par la garde civile à la fin de la guerre civile, c'est-à-dire en 39-40, lorsque
le général Franco a voulu supprimer le corps des carabiniers qui était en faveur plutôt des républicains. Et donc il a intégré à ce moment-là les carabiniers dans la Guardia Civile. Alors les douaniers côté français avaient évidemment une espèce d'antériorité dans le contrôle de la gabelle. Vous savez que la gabelle, c'était un impôt qui était collecté par ce qu'on appelait des fermiers. Les fermiers généraux, l'un des plus célèbres, évidemment, est Riquet, celui qui a, avec ses subsides personnels, pu financer le canal du Midi. Et puis, ces douaniers se sont retrouvés basés dans des villages où on leur menait la vie dure parce que il y avait souvent des liens de complicité, mais en même temps il fallait les éviter. Vous verrez d'ailleurs peut-être tout à l'heure sur le diaporama des douaniers et contrebandiers qui prennent un pot ensemble comme les meilleurs amis du monde. Ça a dû se produire beaucoup, mais en même temps il fallait éviter, évidemment, il fallait rester neutre. Je vous lirai tout à l'heure un petit texte, le douanier et l'amour au temps jadis. Il était très difficile d'épouser un douanier quand l'occasion s'en présentait. Il fallait donc demander une dispense, c'était assez compliqué. Il a été question tout à l'heure, je crois, dans l'introduction qu'a faite Jean-Pierre Bonnet des passeurs. Dans ce livre, la tentation était grande de parler des passeurs pour à la fois leur grandeur d'âme et en tout cas leur savoir-faire, leur courage, mais en même temps c'est pas la même chose. Là où il y a une jonction, un rapprochement à faire, c'est que de nombreux passeurs étaient d'abord contrebandiers, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, sur toute la ligne des Pyrénées. C'est peut-être moins vrai d'ailleurs dans cette région-ci que du côté du Pays Basque ou des Hautes-Pyrénées. Mais pourquoi? Pour une simple raison, c'est-à-dire que les contrebandiers connaissaient très bien les chemins, ils savaient aussi comment se dissimuler, où se dissimuler pour échapper à la surveillance. Et donc il était évident que pour passer non plus des marchandises mais des personnes, il était assez facile de faire appel à eux. Et alors certains monnayaient leur service et d'autres le faisaient, ces contrebandiers, par altruisme, par humanisme. Alors, ce qui est à un moment donné très actif, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la contrebande de guerre. Et il y a eu des guerres, il y a eu tout de suite après la guerre de 30 ans, malgré cette paix dont on a parlé tout à l'heure, il y a eu ce qu'on appelait la guerre de dévolution. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque l'infante Marie-Thérèse d'Autriche a épousé Louis XIV, elle a fait abstraction de son héritage. Et pour qu'elle le fasse, c'est-à-dire que pour que la couronne d'Espagne ne revienne pas à la France, en fait, c'était ça, on lui a donné 500 millions d'écus d'or. Mais cette somme énorme n'a jamais été payée. Et donc il y a eu, quelques années après, une guerre déclarée par la France contre les Espagnols pour récupérer cet argent. Alors, la contrebande de guerre, elle a surtout pris forme de plusieurs façons. Alors il y a eu d'abord les guerres carlistes,
il y a eu la guerre civile, évidemment, et la Seconde Guerre mondiale. Alors parlons des guerres carlistes. Au XIXe siècle, ce sont en fait des guerres civiles. On parle de la guerre civile espagnole de 36 à 39, mais il y en a eu deux avant qui étaient au XIXe siècle, les guerres carlistes à partir de 1830. En bref, vous savez ce que ça signifie. Ce mot carliste, c'est que Carlos était le prétendant au trône et normalement il aurait dû devenir roi d'Espagne, mais son père avait entre-temps changé la donne en supprimant la prévention qui est liée à la succession par les filles, c'est-à-dire très ancienne loi salique. Et du coup, c'était non pas Carlos, pardon, qui pouvait régner, mais sa sœur. Et c'est sa sœur qui va monter sur le trône. Sauf que tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Il y a toute une fraction de la population espagnole qui est contre. Et puis en France, on trouve aussi de nombreuses tendances pour lutter contre cette succession inepte, trouve-t-on. Et du coup, ça suscite beaucoup de contrebande d'armes. Alors il y en a une très fameuse, c'est celle de la famille d'Abadie d'Arrast, qui a à cette époque-là un château près d'Andaille, peut-être certains le connaissent-ils ici, on le voit parce qu'il est sur une espèce de pâturage comme ça au bord de la mer, et immense. Les Dabadi d'Arras étaient des scientifiques, mais ils se prennent d'affection pour Don Carlos et se disent qu'ils vont faire passer des munitions, des fusils, des armes en Espagne pour permettre aux carlistes de lutter mieux contre leurs adversaires. Sauf que c'était des scientifiques et pas forcément des militaires. Alors ils achètent des fusils en grand nombre, sauf qu'à un moment donné, ils ne savent pas exactement comment les faire passer. Et alors on ne sait pas trop si les fusils arrivent en Espagne. En tout cas, les sommes dépensées sont considérables. Alors il y a un autre aspect qui est de contrebande, mais plutôt amusant, c'est-à-dire qu'il y a le héros suprême de la contrebande au Pays Basque, qui est un certain Ganiche de Macaille. Macaille étant un petit village, et ce Ganiche, vraiment, c'est un homme de roman. Hein, il pourrait entrer dans les romans de Pierre Loti. C'est un Ramuncho avant la lettre. Et à un moment donné, l'épouse de Don Carlos doit elle aussi se rendre en Espagne, elle est en France, se rendre en Espagne pour stimuler les troupes carlistes, les encourager à combattre. Et il n'y a pas moyen de la passer par la frontière normale, bien sûr il y a des contrôles partout. Et donc on demande à Ganiche de Macaille comment il pourrait envisager de la faire passer. Il dit, mais c'est tout simple, sur mes épaules. Et il se prend cette femme qui est à l'époque l'infante du Portugal, qui est la princesse de Beira, et il la met sur les épaules et il passe la frontière. Donc ça c'est une anecdote qui reste dans l'histoire de la contrebande côté Pays Basque. Autre contrebande extrêmement marquante, dont on n'a pas su beaucoup de choses à l'époque, c'est de 1939 à 1942-43, l'or nazi
qui est passé pendant des mois et des mois par la gare qui existe toujours de Canfranc, cette espèce de gare dont on dit qu'elle est plus longue que le Titanic. Si on emploie cette expression, c'est parce que, comme le Titanic, la gare a coulé. Elle n'a jamais été utilisée pratiquement. C'est une espèce de bâtiment fantôme. Je pense qu'il y a ici des gens qui l'ont vu, cette gare immense. Vous la verrez tout à l'heure sur le diaporama. Et pourquoi cet or alors? L'or, c'était pour payer aux Portugais et aux Espagnols le wolfram ou le tungstène, si vous voulez, c'est le même mot, le tungstène qui devait servir à l'armement. Et pendant plusieurs années, donc, l'or allemand et l'or juif probablement aussi est passé comme ça en Espagne, au vu et au sud, en tout cas des gens du lieu, des aubergistes qui le racontent, et on a des témoignages extrêmement édifiants sur cette époque-là. Après ça, je vais vous parler d'une contrebande assez extraordinaire qui a eu lieu tout près d'ici et qui paraît invraisemblable, mais qui a des fondements historiques certains. Encore un petit coup d'eau. Ah oui, parce que... Ça va bien, oui. Merci. Alors. Donc, mais certains d'entre vous doivent connaître cette histoire, totalement ou partiellement, mais je crois bon de la rappeler. Parce qu'à quelques jours près, ce que je vais vous raconter n'aurait pas été de la contrebande. Mais c'est de la contrebande. Et une contrebande absolument incroyable. Alors, nous sommes en décembre 1936, à Madrid. Il va y avoir un bombardement de la part de l'aviation franquiste, on va dire pour aller vite. Les républicains qui vont quitter Madrid prochainement, mais ils sont encore. Je rappelle aussi que l'anarchiste qui tenait la colonne, Durruti, lui-même, donc Benvenuto Durruti, est tué à ce moment-là, en décembre 1936 à Madrid. Donc c'est un élément important, non pas des républicains, mais un allié des républicains. Les républicains voient que cet ancien palais royal, qui est le Prado, rempli des plus grands trésors du patrimoine espagnol, va prendre feu, être détruit peut-être par l'insouciance des franquistes, et décide donc d'amener des camions et de charger dans 70 ou 71 camions. On ne sait pas. On ne sait pas trop, on pourrait en discuter après. De charger les trésors les plus importants pour les sauver. Pour les emmener où? On va voir ce qu'on peut faire. Pour les emmener dans un premier temps à Valence, pour les mettre à l'abri. Alors, imaginons que dans ces camions, il va y avoir les Ménines, il va y avoir les Goya, le Dos de Mayo, il y a le manuscrit du Don Quichotte de Cervantes, l'original, il y a des Jérôme Bosch, le chariot de foin, etc., etc. Des trésors inestimables. Les camions, alors il y a de temps en temps des accidents, il y a un moment, je crois d'ailleurs, oui, alors il y a l'autoportrait de Dürer par exemple aussi, et à un moment donné il y a un balcon qui tombe sur un camion, et dans le camion qui n'est que bâché,
Il y a évidemment du grabuge sur les Ménines qui vont être après tellement bien restaurés qu'on ne verra plus du tout ce sévice. On connaît la progression de cette guerre entre les républicains et l'armée franquiste, et donc l'abri de Valence ne va pas tenir très longtemps. Les républicains vont être obligés de faire partir de nouveau les camions vers le nord, c'est-à-dire vers Barcelone. Bon, Barcelone, on sait tous, en janvier 1939, Barcelone va tomber aux mains des franquistes, et donc il faudra monter encore plus haut, plus au nord, avec ces 71 ou 70 camions, et puis on arrive à la frontière. Alors, vous verrez tout à l'heure les fameuses mines dont je parlais tout à l'heure, les mines de sel qui sont juste à la frontière, de l'autre côté, là, pas loin de la Sille, il y a cela, je crois. Pardon? Oui, c'est ça, oui. Et donc, alors oui, il y a les mines de Cardenas aussi, c'est ça? Oui, enfin, donc c'est vraiment tout près d'ici, de l'autre côté. Et puis, les armées franquistes se rapprochent, donc on ne va pas pouvoir rester là. Entre-temps, Franco reçoit les pleins pouvoirs. Le gouvernement espagnol, on les verra tout à l'heure tous les trois, là, Sagna et les autres, passe la frontière, et on décide de faire passer la frontière à ces 70 ou 71 camions. Ils arrivent donc ici, là ils sont passés pas loin. On va probablement les... Enfin, quand je dis probablement, c'est parce qu'il n'y a pas une certitude absolue sur les 3 endroits où sont déchargés, la première fois, parce qu'il y a eu des transports différents, où sont déchargés ces camions. Il y a eu Embardou, mais Embardou c'est 2 choses, vous le savez, c'est le château de Oquirri, et puis c'est la maternité suisse, et puis un autre endroit, je ne suis pas encore arrivé à trouver, là où il y en avait beaucoup moins, mais près de Céret, ou à Céret ou près de Céret. Donc il y a eu 3 lieux de déchargement et rechargement. Quelque temps après, c'est-à-dire 2-3 jours après, on décide de charger de nouveau les tableaux dans des wagons pour les emmener où? Eh bien, en Italie, en Suisse, à Genève, à la Société des Nations. Et donc, imaginez-vous, ces 70 camions, on va dire, plein à craquer, arrivent à Genève. Et pourquoi c'est de la contrebande? C'est de la contrebande parce que, entre-temps, l'État était aux mains du général Franco, et donc lorsque les républicains, pour sauver ce patrimoine, ont passé la frontière, on peut considérer que de toute façon, en plus, ça n'était plus leur propriété, mais c'était celle de cet État espagnol, puisque Franco était chef de l'État. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, il se passe que Franco l'apprend bien sûr immédiatement. Il y a une tractation entre la SDN à l'époque, la Société des Nations, et Franco, et on se met d'accord sur une grande exposition. Une grande exposition, il n'y a jamais eu d'autant d'aussi grande, avec tout, vous imaginez, une grande partie des tableaux des œuvres du Prado, et avec cette exposition, Franco tire quand même pas mal la couverture à lui, fait faire de la communication pour montrer que, après tout, le régime franquiste n'est pas si mauvais que ça. Aux grandes dames, évidemment, on peut supposer des républicains qui n'avaient pas voulu ça tout à fait comme ça. Voilà une opération. Alors, on peut se demander après ce qui va se passer. Mais, alors, une partie, je crois en avril-mai
des œuvres vont être renvoyées, celles qui ne sont pas exposées, et puis le reste le sera au mois de juin, après l'exposition. On trouve des traces un peu partout de cette exposition monstre qui a eu lieu à Genève. Alors, peut-être que vous vous demandez maintenant si, quel produit, en fait, au total, on a, quelle marchandise on a fait passer. Vous pourriez en citer des dizaines et des dizaines, je pense, pour être ici, pas loin de la frontière. Vous savez très bien ce qu'on a passé en contrebande, notamment dans ce qu'on appelle la contrebande ménagère. C'est-à-dire que pendant des années et des années, on a eu, surtout au XXe siècle, une contrebande qui était dite ménagère parce qu'il s'agissait de rapporter de l'huile, du fromage, de l'anisette, des choses comme ça. La contrebande plus ancienne, quand il y a eu une frontière, que ce soit au Pays Basque, ici ou dans les Pyrénées centrales, portait souvent davantage sur de l'élevage, sur les moutons, sur les chevaux, sur les bovins, bien sûr. Alors, il y a des anecdotes, parce qu'à un moment donné, il y a aussi quelqu'un qui a un troupeau au Pays Basque, et qui les fait passer. Alors, on dit c'est de la contrebande, mais non, 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 parce que je retourne avec. Alors, il retourne le lendemain matin avec les mêmes moutons. On ne comprend pas bien pourquoi. Pourquoi? Ben si, parce qu'il avait acheté en France des sonnailles, donc il avait passé des sonnailles de cette façon-là. C'est de la petite contrebande, il n'y a pas de quoi fouetter un mouton. Alors, évidemment, ici en Roussillon, pour le dire comme ça, il y a le sel. Il y a eu beaucoup les ânes, les mules, tout ce qui est bétail aussi. Beaucoup d'allumettes. Alors les allumettes c'était surtout au 19e et au début du 20e. Pourquoi? Parce que jusque vers les années 80 du 19e siècle, les allumettes, tant en Espagne qu'en France, étaient libres à la fabrication et au commerce, et puis tout à coup, vous le savez, il y a eu des sociétés nationales qui se sont créées. Pardon. Il y a eu en Espagne Tabacalera SA, et puis en France la CEITA, qui avaient des monopoles, et donc il y avait un prix fixe aussi, et c'était beaucoup plus cher qu'avant. Donc il devenait intéressant de faire passer des allumettes d'Espagne en France, surtout dans ce sens-là, d'ailleurs. Au début du 20e, pardon, il y a aussi une loi qui supprime, enfin qui interdit la vente d'absinthe. L'absinthe qui est réputée dangereuse pour les neurones à cause d'une substance qu'elle contient, qui s'appelle thuyone, et qui, dit-on, rend fou, et donc il faut absolument arrêter la consommation. L'État français interdit carrément la fabrication de l'absinthe, qui est d'origine suisse d'ailleurs, comme le Ricard et le Pernod. Et bien sûr, ça suscite tout à coup un flux contrebandier assez important. Alors, de nos jours, on entend parler surtout de tabac et de drogue. Parce que qu'est-ce qui reste, sinon ces deux catégories de produits? Et il y en a une troisième. Il y a ce qu'on appelle des précurseurs. Je vais vous en parler dans un instant.
Alors, le tabac, c'est principalement à Andorre que ça se joue, puisque depuis que la frontière est ouverte, depuis 1994, c'est pas très intéressant d'aller acheter en Espagne ou en France des tabacs ou des cigares. Le différentiel n'est pas important. Par contre, évidemment, avec Andorre, si. Alors, d'où vient cette spécialisation aussi d'Andorre en matière de tabac? Ben, elle vient du fait que Andorre était d'abord une petite vallée qui commerçait dans la vigne et le vin. Et donc, avait beaucoup de mal à vendre ses produits sur le marché français ou espagnol, parce que le vin d'Andorre, maintenant on est au 18e, 19e siècle, n'était pas extraordinaire. Et donc les Andorrans se sont dit, tiens, ben, si on faisait autre chose, si on faisait du tabac. Et donc, avant d'avoir généré ce commerce extraordinaire du tabac moderne, on va dire, il y a eu toute une phase de développement andorran basée sur le tabac, la culture du tabac. Et puis, au fil de l'eau, comme ça, de bon an, mal an, on s'est dit, mais en fait, il y a des grands fabricants et des grands producteurs beaucoup plus grands que nous, on va leur acheter des cigarettes, mais on va avoir un régime fiscal, évidemment, quand même plus favorable pour pouvoir écouler mieux les produits. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui reste le cas. Et donc, on a un différentiel de prix qui est toujours important. C'est un problème douanier. Je voulais d'ailleurs vous lire à ce propos une histoire d'opération qu'on appelle l'opération Montagna, qui décrit de façon absolument extraordinaire ce qui s'est passé il y a encore peu de temps pour la lutte contre cette contrebande, ce type de contrebande. C'est l'opération Montagna. En 1998, les volumes du trafic atteignent des sommets. Chaque année, le manque à gagner annuel pour l'État espagnol se chiffre à quelques 250 millions de pesetas. Alors, bien sûr, les pesetas, c'est pas l'euro, mais c'est quand même important. À l'époque, 600 contrebandiers sont détenus ou inculpés, seulement pour le petit territoire andorran. Et voilà ce que El Mundo écrit. Les Pyrénées catalanes sur le pied de guerre. Et c'est bien une lutte armée que se livrent alors contrebandiers et corps d'élite de la Guardia Civile à 1000 mètres d'altitude et plus. En peu de temps, étaient apparus des conducteurs stimulés à la cocaïne, à bord de puissants 4x4, roulant de nuit, tout feux éteints, à 120 km/h sur des chemins forestiers. Ils étaient capables de passer en quelques minutes d'Andorre en Espagne par l'un des 23 passages sur les 53 que la principauté a en commun avec l'Espagne. Un tragique accident avait coûté la vie à un jeune de 16 ans, renversé par l'un de ces go fast de montagne, roulant à 170 km/h. La Guardia Civile lance alors une action de répression de grande envergure. Des forces spéciales bien équipées, groupes d'action rurale et groupes ruraux de sécurité sont impliqués dans la lutte. Bilan de l'opération Montagna, 1 300 000 paquets de cigarettes et 50 000 cigares confisqués. Voilà, ça donne un petit peu la dimension de ce trafic, de cette contrebande. Alors là, on est loin des chiens contrebandiers, hein, parce qu'il y a aussi des chiens contrebandiers au Pays Basque peut-être, je ne sais pas s'il y en a eu tellement ici, mais au Pays Basque il y en a eu, parce que c'était assez facile de faire passer des biens précieux sur le dos d'un chien. Quand on en a une dizaine, une quinzaine, ça peut être très sympa.
D'ailleurs, il circule sur Internet un petit film, je crois qu'il date des années 1930, où on voit, alors comment ils ont filmé ça, on voit un contrebandier et ses chiens, et à un moment donné, il laisse les chiens passer tout seuls. Il y a une vague histoire d'amour, enfin, c'est très romantique et en même temps très documentaire. Alors, quand on parle de contrebande, on parle aussi évidemment, en tout cas pas ici, mais de l'autre côté, de Ramuncho, Pierre Loti, qui a fréquenté avec passion et beaucoup d'affection le Pays Basque et qui voit la contrebande de façon, lui, totalement romanesque et créé donc ce personnage qui est devenu mondialement célèbre sous le nom de Ramuncho et qui est assez concret dans ses agissements puisque Pierre Loti, qui était avant un marin, devient maintenant un terrien et surtout il fait des stages, si j'ose dire. Il part la nuit aussi avec les contrebandiers et du coup ce Ramuncho, quand on lit le roman, eh bien il est très authentique, il est très vraisemblable. D'ailleurs, contrebande en basque se dit travail de nuit. Et il n'y a pas que à Banyuls au XIXe siècle, on est émère et contrebandier. Il y a eu de célèbres cas en Espagne, au Pays Basque, et en France, notamment le maire de Sarre se présentait comme ça, il dit « Je suis maire, Paul Dutournier, je suis maire et contrebandier ». Voilà. Je sais pas, on a encore un peu de temps, hein, je ne me rends pas bien compte. Oui. Ah oui, c'est normal. Est-ce que vous avez des remarques, des questions sur toute cette espèce de tour d'horizon comme ça Des camions, des chefs-d'œuvre. On a eu une conférence de Serge Barbat qui nous a expliqué en détail cette histoire. Donc, il s'était proposé acérer au château d'Aubiry. Oui, Aubiry. L'ancêtre de festival de chansons. Oui, oui. Et à la mine de la Vageux. Tu n'as pas visité la mine de la Vageux? Alors, donc là, ce que vous voyez, en fait, depuis le début, hein, c'est effectivement la porte qui a été franchie par le couple franco-espagnol, j'ose le dire comme ça, mais en réalité c'était donc Louis XIV, roi de France et de Navarre, avec son épouse Marie-Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne. Ils se sont mariés dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz. Ouais, c'est bon. Merci. Et lorsque sont sortis, tout de suite après, des maçons sont intervenus pour combler, pour murer cette porte, qu'elle ne soit plus jamais ouverte. Et donc cette plaque que vous voyez existe encore, vous l'avez peut-être certains d'entre vous vu même sur place. Voilà. D'accord. Oui. On est obligé de faire un... Suivante. J'arrive. Il y a un petit souci technique, mais on va résoudre comme ça. Alors là, ce que vous voyez, c'est indirectement lié à notre propos, en tout cas en ce qui concerne la frontière, c'est que vous voyez la mutation, le déplacement de la péninsule ibérique. Donc, parce que la frontière, elle suit le tracé des Pyrénées, mais comme on le sait, il n'y a pas toujours eu de Pyrénées, bien sûr. Et là, on voit comment, à un moment donné, la mini-plaque ibérique va heurter la plaque eurasienne,
immense plaque eurasienne, et donc générée par soulèvement, induction, les Pyrénées. Voilà, c'était juste un petit rappel géologique. Donc là, vous montrer effectivement, je vais venir à côté de toi, comme ça je verrai mieux aussi moi les légendes. On voit bien l'aspect frontière, limite que représentent les Pyrénées. On voit pas. Oui, c'est ça. Oui, vas-y, continue. Qu'est-ce qui était écrit? Voilà. Alors là, voilà le papa. Le papa de la mariée, peint par Velázquez, Philippe IV d'Espagne, qui est un empereur en réalité sur lequel le soleil ne se couche jamais, pratiquement. On aurait... Voilà, ça c'est le grand Condé. Voilà, qui est... Alors, lui, c'est un personnage assez extraordinaire parce que, d'abord, il est français et il lutte du côté de l'armée française contre l'Espagne et contre, à un moment donné, aussi les Anglais, mais il va retourner sa veste et combattre du côté espagnol. Et il fera partie des négociations entre Philippe IV et Louis XIV, parce que il faut lui sauver la peau, c'est un traître, mais Philippe IV insiste pour qu'il soit réhabilité, et il le sera. Voilà le mariage tel qu'il a été décrit et après peint, mais beaucoup plus tard. Hein, c'est une peinture qui date d'un demi-siècle après. Donc vous voyez l'évêque au milieu qui unit les deux époux. Donc côté droit, vous avez toute la cour de France. Vous voyez Jules Mazarin, tout de suite derrière Louis XIV, et puis toute la famille qui est là. De l'autre côté, vous avez, alors un peu plus grand, vous avez donc celui qui était en fait l'alter ego de Mazarin, qui est à gauche derrière l'infante d'Espagne, voilà, et qui est, alors c'est un peu plus vers le haut, c'est Louis de Haro, qui est le conseiller de Philippe IV. Voilà, et puis vous avez les grands d'Espagne, qui sont présents avec la cour, voilà. Alors, bien sûr, on ne voit pas Philippe IV au mariage, puisqu'il est retourné, lui, déjà à Madrid, il a repris la route. Voilà, là vous avez Jules Mazarin, fin négociateur, qui est, on pourrait dire, avec nos termes d'aujourd'hui, Premier ministre du Royaume. Hein. Voilà, vous avez une borne, ici, une borne frontière. Alors, comme vous le savez, il y a des bornes et il y a des croix. Ici, on a une borne. Voilà. Alors là, c'est... Oui, alors ça, c'est la table... c'est ça, c'est le point de rencontre d'Andorre, de l'Espagne et de la France. La table des trois rois. Là, c'est l'enclave de Livia, donc qui, à elle seule, est entourée d'une trentaine de bornes frontières. Bon, qu'elles soient encerclées, bien sûr. Voilà, sans mariage, sans office, le chœur de l'église de Saint-Jean-de-Luz. Alors voilà, Marie Mancini, là, qui est peinte en Diane chasseresse, et évidemment, effectivement, elle passera juste à côté du trône, en quelque sorte. Elle aurait pu devenir reine, mais non. Ça, c'est le pont sur la Bidassoa.
Donc la Bidasoa qui est de fleuve frontière. Oui, alors ça, c'est... oui, c'est Canfranc, c'est l'entrée de... C'est donc au col du Somport, de la gare de Canfranc, qu'on va voir tout de suite après, dans son entièreté, un peu plus après. Hein. Oui, là c'est le Camino Contrabandistas, parce que, bien sûr, le tourisme, maintenant, suit les anciens chemins de contrebandiers. Ah, voilà quelqu'un qui n'est pas dans le livre que j'ai mis dans ce diaporama, parce que c'est un personnage impressionnant, dont a parlé aussi Jean-Pierre Bonnel dans ses écrits. Il s'agit de Lise Fitko, elle-même de confession juive, et qui a œuvré de façon extrêmement courageuse et efficace pour aider un grand nombre de personnes, peut-être que Jean-Pierre pourra nous donner le nombre, à passer en Espagne pour des raisons diverses, pour rejoindre les États-Unis, pour en tout cas fuir l'oppression nazie. Le petit train jaune qui beaucoup longe la frontière. Oui. Oh, oui, alors ça c'est la vallée de... Oui. La vallée de Gavarnie. Oui, c'est Gavarnie, avec le passage en Espagne fréquenté, très fréquenté. Oui. Des Miquelets, des soldats chargés de maintenir l'ordre en Roussillon. Alors ça, c'est un personnage assez extraordinaire, que vous pouvez lire d'ailleurs dans le texte en espagnol. C'est un contrebandier. Il a été contrebandier toute sa vie, du côté dans la vallée du Pastan, justement la Bidasoa espagnole, près de Elizondo, au nord de Pamplona. C'est quelqu'un qui a raisonné littéralement la contrebande, qui en a parlé de façon extrêmement détaillée dans un ouvrage qu'on peut trouver en librairie en Espagne, et même commandé ici en France. Et il donne les méthodes, il explique, il donne les noms aussi, comment il faisait faire par un carrossier de Pampelune des doubles portes, des doubles fonds, ses voitures, quelle voiture il fallait prendre. Il est assez remarquable, ce personnage. Voilà, Pedro Esarte. Oui, alors là, on a une jeune belge, André de Jong. Oui, c'est ça, André de Jong, c'est le réseau Comet. C'est un des réseaux de passeurs extrêmement organisés. Elle a sauvé beaucoup de gens d'une répression. Alors là, c'est une carte des Gabelles. Donc vous voyez que... vous trouvez cette carte si vous voulez sur Internet, c'est peut-être plus lisible que là sur l'écran. Les différences de couleurs indiquent aussi les différences de gabais, c'est-à-dire de montant de taxes à payer sur le sel. En gros, les gens qui étaient plus loin de la mer payaient le plus, évidemment, parce qu'ils ne risquaient pas de s'approvisionner directement. Le bail des gabelles, oui, parce qu'on pouvait devenir en quelque sorte détenteur d'un bail pour collecter soi-même la gabelle. Hein. On parlait tout à l'heure de Pierre-Paul Riquet, plutôt, Pierre-Paul Riquet, qui lui l'était pour le Languedoc. Ça, c'est un écrivain néerlandais qui s'appelle, j'ai perdu un petit peu le nom, Le Hertog, qui est passé à Aulus-les-Bains,
qui a eu une histoire un peu particulière parce que c'était un grand résistant néerlandais, un grand résistant aussi en Suisse. Il est passé en France, il est arrivé au-dessus de Luce-les-Bains et il voulait donc gagner Madrid et ensuite l'Angleterre, et on l'a pris pour un traître, ce qui a été pour lui assez dangereux. Heureusement, il s'en est sorti. Voilà. Il raconte cette aventure dans un livre qui s'appelle Le Flirt, c'est-à-dire la fuite. Oui, ça c'est pour rappeler qu'en fait, les Portugais, qui, vous le savez, ont été à un moment donné dans les années 70 jusqu'à 700 000 à émigrer vers la France. Les Portugais ont connu la contrebande et les contrebandiers parfois mal intentionnés en Espagne, et peut-être même en France, hein, mais en tout cas, les Français accueillaient les Portugais les bras ouverts et ils avaient même installé à Hendaye un bureau d'accueil et de remise de visa. Et donc après avoir traversé toute cette partie de l'Espagne par Salamanca, Burgos, les Portugais arrivaient grâce à des passeurs au Pays Basque. Là, voilà. Là, je vois. Qu'est-ce qui est écrit, Jean-Pierre, dessus, là? Walter Benjamin. Oui. Berlin, 1889. Pas d'œuvre de culture qui ne soit aussi une œuvre de barbarie, à peu près. Voilà. Ah oui, c'est ça. La culture, On c'est hésite. la barbarie. Oui, oui. D'accord. Voilà, bon, une situation assez commune chez les contrebandiers. Là, du coup, c'est pas pour faire de l'alpinisme, hein, on s'en doute, c'est parce qu'il faut trouver des endroits, des passes difficiles pour tout le monde, c'est-à-dire y compris pour les douaniers. Et pour eux, c'est pas facile non plus, on le voit. Voilà, ce sont ce qu'on appelle des guides catalans, qui étaient des gens qui étaient employés au maintien de l'ordre au XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Un produit phare de la petite contrebande ménagère. Alors ça, c'est la fleur symbole du contrebandier, qu'on appelle l'encolie, mais qui est aussi un poison violent, pris en grande quantité, puisqu'il contient de l'arsenic. Voilà, une vue un peu folklorisée des contrebandiers rentrant par la porte de la ville. Alors ça... non, oui. Je crois que c'est Etchalar, ça d'ailleurs. Etchalar, oui. C'est Etchalar, le village dont on a parlé tout à l'heure, qui s'enorgueillissait il y a encore peu de temps devant une journaliste espagnole d'être un village de 800 personnes, 800 habitants, mais qui comptait quand même 100 contrebandiers. Il faut dire qu'il est à quelques kilomètres de la frontière, évidemment. Là, on a... Ça, c'est... Oui. Ah oui, alors ça, c'est le village de Sarre, dont il a été question tout à l'heure à propos de Paul Dutournier. Paul Dutournier qui a écrit aussi un ouvrage sur la contrebande qui s'intitule « La nuit est basque ». Oui, parce que les Basques, comme on disait tout à l'heure, emploient ce mot, cette expression de travail de nuit pour désigner la contrebande. Gaoascolan. Voilà la grotte des... Vas-y, c'est la grotte... Cova des Trabucaires. C'est ça, oui, la grotte des Trabucaires. Trabucaires, oui.
Voilà, donc ça, les oris ou les capitelles, enfin, ou les jasses, suivant les régions, qui servaient aussi d'abri aux contrebandiers, pas seulement donc aux bergers. La Rune qui se situe donc sur la frontière. Même chose, même commentaire que tout à l'heure, des difficultés montagnardes pour des contrebandiers. Ça, c'est la mort d'un contrebandier, de façon évidemment un peu larmoyante, mais bon, il est mort, mais il est mort en héros. Alors, c'est vrai qu'il faut souligner que au Pays Basque notamment, mais aussi ici dans le Midi, en Roussillon, le héros, le contrebandier est souvent un peu un visage de héros parce que il brave quand même tous les dangers, et il est physiquement extrêmement habile, fort, donc il en impose. Alors ça c'est... oui, c'est ça. C'est d'ailleurs peint par un certain Velázquez, mais qui est peut-être un arrière-petit-fils du grand peintre des Ménines. Voilà comment par exemple on remplit les portes d'une voiture, un véhicule léger. Après on met la garniture en espérant que les douaniers et de ces scientifiques qui étaient en fait sympathisants carlistes, mais voilà leur château. Et c'est de là qu'ils entendaient faire passer des munitions de l'autre côté de la Rune, vers l'Espagne. Même chose, ouais. Voilà, Don Carlos, qui est le motif, sa succession est donc le motif des guerres carlistes, peut-être pas le seul, mais enfin, au début, si en tout cas. Voilà, alors lui c'est Alsania, c'est ça, oui, Alsania qui était donc président en fait des Républicains, hein, de la République. Le dernier en date, avant de... Il y en a eu en exil, évidemment. Alors lui c'est... Oui. Oui, non, oui. Diego Martinez Barrio. Oui, c'est ça, c'est lui, Negrin, ça, oui. Voilà. Le gouvernement, les trois là, passent en Espagne, en France, pardon, en février 39. Donc, ça, c'est un des tableaux de Goya qui était dans les camions. Voilà la fameuse maternité suisse que vous avez certainement vue pour être passé devant. Là, le chariot de foin qui était aussi dans le convoi de Jérôme Bosch. Chariot de foin qui représente en fait le monde de l'argent, hein, déjà au XVIe siècle, au tout début du XVIe siècle. Voilà Marie-Christine d'Espagne, donc qui est la régente. Le tableau, l'autoportrait de Dürer faisait partie des toiles transportées. Bon, là, il s'agit d'un faussaire néerlandais dont les toiles, dont les Vermeer, parce qu'il faisait du Vermeer, lui. Mais il le faisait si bien qu'il a été... Il a trompé Göring et Goebbels. Il leur vendait des toiles que les experts internationaux attestaient comme authentiques. Et certaines ont été interceptées à Fontarabie et entreposées à Bilbao ensuite, mais ont disparu par la suite. Et on a accusé Franco donc de les avoir conservés.
Mais quand on dit Franco, on ne sait pas si on veut dire la personne ou le gouvernement, donc c'est pas très précis. Le café, ben ça remonte effectivement à l'histoire espagnole. Alors ça c'est une photo enfin une gravure qui illustre la découverte en fait du tabac en Amérique et l'importation par ce... Voilà, on peut l'avoir plus grande celle-là. Voilà, la gare de Canfranc. Donc l'or nazi passait par là, du nord au sud. Voilà, un peu en rapproché, immense. Une gare fantôme. L'absinthe dont nous parlions tout à l'heure. Alors, elle est de nouveau, vous le savez, autorisée en France parce qu'on a su maintenant extraire le thulium, ce principe donc qui est critiqué. Ça doit être le port de Vénasque. Les carabiniers. Comment? Les carabiniers. Oui, les carabiniers d'un côté espagnol. Oui, alors ça c'est une histoire assez cocasse, c'est qu'il y a eu pendant un moment, dans les années 50, un trafic de traction avant. L'Espagne vivait quand même un peu en autarcie, hein, après la guerre civile et après la Seconde Guerre mondiale. Et les voitures étaient extrêmement rares, coûteuses, et si on en importait, il fallait payer de fortes taxes, pratiquement prohibitives. Donc ça stimulait beaucoup la contrebande. Mais comment faire passer une traction avant sans passer au poste de frontière où il fallait un carnet et donc acquitter des droits de taxes, des droits de douane, pardon. Eh bien, simplement en démontant pièce par pièce la voiture, alors il restait la carrosserie, donc à ce moment-là il suffisait de la couper en 4, de faire passer toutes les pièces par la montagne à dos de contrebandiers, et puis les plus forts pouvaient prendre un quart de la carrosserie pour la transporter de l'autre côté. Où à ce moment-là, une équipe se chargeait de tout remonter et de ressouder les pièces de carrosserie. La Guardia Civile, pour illustrer le fait qu'effectivement elle est aussi responsable de la surveillance frontalière. Voilà. Même s'il y a des gardes civils dédiés au contrôle douanier. Voilà, celle-ci parce que le monsieur que vous avez vu tout à l'heure, la Pedro Ezarte, dont j'ai vanté les mérites parce qu'il a fait une véritable histoire de la contrebande au Pays Basque espagnol, eh bien il utilisait cette voiture aussi. Alors il fallait vraiment que ce qu'il passait ait grande valeur parce que il ne pouvait pas évidemment transporter beaucoup de marchandises. Il a été d'ailleurs un grand trafiquant de cuivre dans les années 50-60. Il n'y avait pas de cuivre en Espagne et c'était très lucratif d'en passer de France en Espagne. Ça c'était pour illustrer ce que je vous ai raconté à propos de la contrebande de Sonaille. Voilà, le Pays Basque. Victor Hugo, dont le père était ambassadeur à Madrid, et qui était général et conseiller militaire. Et Victor Hugo a écrit des pages très fortes sur la nature des Basques, sur la contrebande, sur le Pays Basque. Donc là, on est à Ainhoa, un village frontalier, puisque au-dessus, il y a dans le Charrier Pierre Loti qui a beaucoup fait au plan littéraire pour à la fois la compréhension et aussi l'éloge pratiquement du métier de contrebandier, puisqu'il est le père spirituel de Ramuncho. Là, une eau forte, une
une linogravure de Ramuncho. Voilà, une contrebande de cidre au Pays Basque, à Slash Basque. On en faisait même des cartes postales, c'est pour dire si c'était au vu et au su de tout le monde. Voilà, alors si vous voulez vous plonger dans la littérature espagnole concernant la contrebande, il y a ce beau livre de Centaure des Pyrénées, parce qu'effectivement, quand il est très chargé, le contrebandier a l'air d'un centaure. Voilà, de Urabayen, Félix Urabayen. Voilà. Alors Pío Baroja a écrit effectivement aussi un roman sur la contrebande. C'est pas uniquement la contrebande, mais ce Zalacaïn au début est contrebandier. Pour la petite histoire, Pío Baroja, qui était un écrivain célèbre, un romancier célèbre, même avant la guerre civile, était pro-franquiste, mais s'est réfugié quand même à Paris pendant un moment. Le quand même est trop d'ailleurs. Alors, voilà encore une autre version du roman. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le musée des douanes, à Bordeaux. Bel édifice, n'est-ce pas? Voilà un chemin de contrebandier, qui est un chemin de randonnée maintenant surtout. De grande randonnée GR, oui. Ouais. Alors ça, c'est... Ouais. Oui, c'est Salién de Gallego, qui est un haut lieu de la contrebande, en effet, et qui, d'un point de vue du développement touristique, se sert habilement et avec intelligence de l'histoire de la contrebande. Salién de Gallego, un endroit à visiter. Ici, c'est le col de Fontargent, donc c'est entre l'Ariège et Andorre. De l'autre côté, vous avez la petite ville de Soldeu, qui est un des passages favoris des contrebandiers pour le tabac. Et bien sûr, Tino Rossi, qui a chanté le Pays Basque, qui a chanté la contrebande, qui a chanté Ramuncho. Encore une Non, après, il n'y en a plus, je pense. Si, il y en a encore une elle ne encore. veut pas venir. Elle ne vient pas? J'arrive pas. Non, je ne peux pas. Qu'est-ce qui est écrit Ah, dessus? c'est Lys. Ah si, alors voilà, oui. Oui, Lys qui a écrit, qui a composé sur un livret qui parle de la contrebande. Il faut quand même le citer. C'est assez inattendu. Voilà. Voilà quelques images pour illustrer donc ce que vous avez pu entendre sur la contrebande. Et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, des remarques, merci. J'espère que vous en savez un petit peu plus.